Salut les gars, c'est comment? Oui, ça va. On est là pour discuter un peu. Il y a cette initiative-là que vous avez eue de justement poser des questions que vous posez d'habitude dans le cadre du travail. Pour essayer de garder ça pour la pérennité, on a décidé d'enregistrer. Moi, des questions à cœur ouvert, ce sont des questions techniques, des questions professionnelles, des questions sur la vie, j'allais dire, au quotidien. Et je vais essayer de répondre ça du mieux que je peux. Et dans une ambiance vraiment familiale, conviviale, si on peut le dire ainsi. Ça peut aller. Ça peut aller. Donc, notre élément qui nous accompagne aujourd'hui, c'est la maison du Dolo, Ranoro. Ça, c'est une boisson non alcoolisée, je tiens à le préciser. Miti, vous ne buvez pas d'alcool là? Non. Hein? C'est parce qu'on est devant les caméras là? Non. D'accord, donc, voilà. Toi, tu avais commencé à boire pour toi, on dirait. D'accord. Après le match des étalons, on a vu certains dire que les images de la RTV n'étaient pas du tout ça. Okay. Et je vous ai même vu réagir sur ce sujet sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais vous demander de nous éclaircir un peu à ce sujet. Après le match, je pense que j'ai vu une vidéo là où le gars criait que la RTB c'est comment? Les images de la RTB ne sont pas tellement ça. La RTB, vous n'allez pas faire pardon. Toute une diffusion à la télé, au match des étalons. On n'arrive même pas à voir les joueurs. On dirait blanc-noir. Regardez, on dirait blanc-noir. Les gens là sont petits là-bas, noir comme ça. On dirait caméra de 1900 choc. C'est pas joli à voir. Regardez, même moi, mon téléphone là, ça offre des caméras plus claires que ça. Franchement, il faut que la RTB revoie ce côté-là. Selon moi, ce n'est pas dû à une certaine qualité de caméra. Parce que les caméras que la RTB utilise sont de très bonne qualité. Il n'y a pas assez de caméras pendant les matchs. Moi, il n'y a pas assez de caméras, par exemple, sur le terrain. Ce qui fait qu'on a juste deux principales caméras qui sont un peu grandes dans certains endroits. Sur le terrain aussi, peut-être qu'il y en a, mais il n'y a pas assez. Ça fait que l'émotion qu'on a d'être un peu immergé dans les différents plans, comme pour les matchs de la Champions League et ainsi de suite, là, on ne l'a pas. Si vous regardez par exemple les matchs de la Champions League, ils ont entre minimum 14 et 30 caméras par match. Vous avez des plans au niveau du ballon, vous avez des plans rien que pour le poteau, vous avez des caméras fixées sur le gardien, vous avez des caméras même par joueur. Vous avez des caméras publiques, vous avez aussi une régie son qui est... C'est tout cet ensemble-là en fait qui fait qu'on a une certaine qualité. Et c'est ça que les gens veulent en fait percevoir au niveau des matchs locaux. La RTB, selon moi, ce que je pense, c'est une chaîne qui diffuse beaucoup de contenu pour beaucoup d'émissions. Ils ont assez de caméras pour leurs émissions. Pour ce qui est du sport, pour pouvoir justifier payer 13, 14, 20, 30 caméras, il faut que peut-être que ça soit peut-être une chaîne sportive ou bien que les gens manifestent tellement d'engouement et tellement de volonté à aller regarder les matchs que la décision de payer autant de caméras ou bien d'investir autant pour pouvoir avoir cette expérience-là soit justifiée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce que je disais dans mon post, en fait, c'est qu'on est tous un peu responsables parce que selon moi, on ne consomme pas assez de sport local. À part les matchs de qualification, les matchs internationaux, le SAD, quand les autres matchs j'allais dire de différentes ligues, c'est vide. C'est vide. Et moins il y a de personnes, moins il y a d'engouement, moins il y a de raisons d'investir parce que à l'en fin de compte, il faut pouvoir rentabiliser. On ne peut pas se lever juste payer 30, 40, 50 caméras pour donner une certaine qualité. Et puis, même pas une qualité, moi je vais utiliser plutôt le mot expérience. Pour donner une certaine expérience alors qu'il n'y aura pas de retour sur investissement. Après tout, la RTB c'est une structure commerciale, c'est vrai qu'elle est publique, mais elle doit justement avoir un minimum de rentabilité. Pour ceux qui disent par exemple qu'il faut de 4K, j'ai vu une réaction là où la personne disait oui c'est vrai mais qu'il suffit simplement de quitter du HD et puis de passer à 4K que ça va être bien. J'ai envie de dire aussi que ça ne dépend pas de la RTB. C'est pas la RTB qui décide de diffuser en 4K ou en HD. Les normes de diffusion sont décidées par la SBT, c'est la Société burkinabé de télédiffusion, qui décide par exemple que au vu de la quantité de récepteurs qui sont au niveau national, ça veut dire les télés, on va faire soit du HD, soit du SD. Le SD qui est beaucoup plus petit que le HD. Mais quand il regarde sur l'échiquier national là, combien de personnes ont des télévisions 4K? Il y en a très peu, ça ne vaut même pas 1%. Pourquoi est-ce qu'on va investir dans du matériel, dans un système au niveau national pour des normes de transmission de 4K qui vont se refléter sur des télévisions en HD pour lesquelles ils ne vont pas percevoir une différence de qualité? Je ne sais pas si on se comprend. Le but de la SBT, c'est surtout que la couverture nationale soit atteinte, que celui qui est dans une province éloignée puisse quand même recevoir l'information avec un minimum de qualité. Et dès que la norme nationale va changer, dès qu'on aura assez de télé 4K de manière justifiée et qu'il y aura assez de contenu en 4K, j'y vais encore,
C'est là maintenant que peut-être la SVT peut décider de commun accord avec le CSC, parce que c'est les deux entités, de donner justement des normes 4K, 6K ou ce qu'il y a. Mais n'oublions pas que le 4K, là, ce n'est qu'une résolution. Vous travaillez ici, vous savez que les téléphones filment en 4K, les caméras font en 4K, mais à la fin, lorsqu'on regarde les contenus, ce n'est pas le 4K qui définit la beauté de l'image, c'est ton exposition, la façon dont tu présentes les lumières. Donc c'est une question de maîtrise. C'est une question de maîtrise, c'est une question de technique qui va au-delà du type de caméra qu'on utilise. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, hein. Mais c'est en essayant d'utiliser les termes les moins techniques possibles. Et c'est vraiment ce que je pense. Je dis ça, je critique, mais en même temps, je m'inclus dedans et puis je trouve qu'on peut trouver une solution à ça. C'est pas forcément la LTB qui peut amener la solution de ça. Ça peut venir d'initiatives privées. Quelqu'un comme vous, toi par exemple Philippe, qui vient du monde du sport, peut décider que de ce que je vois du sport là, c'est ça. Je vais essayer de voir comment monter un projet, ouvrir une chaîne sportive, parce que je comprends les besoins et ainsi de suite. Je peux aller essayer d'apprendre ce qui se fait ailleurs en termes de technique et tout, et venir mettre sur place maintenant une chaîne sportive qui donne justement l'expérience de qualité qui est recherchée et puis qui est attendue par le public. Voilà, et je me dis c'est ça, il ne faut pas qu'on attende forcément que les institutions publiques le fassent, on peut trouver cette solution-là. D'accord, mais selon vous, avec les moyens que la RTB dispose, est-ce qu'il y a solution de faire plaisir aussi aux supporters, ceux-là qui critiquent la qualité de l'image? Y a-t-il une solution pour remédier à ça avec le peu que... le peu qu'on a. Moi, ce que je pense, pour le peu qu'on a là, on a une solution qui peut, dès aujourd'hui même, la solution va venir, j'allais dire, du public. Si à chaque fois qu'il y a un match local, qu'il y a un match national, qu'il y a un match de Ligue 1, Ligue 2, nous envahissons les stades, on va créer ce qu'on appelle de l'audience. L'audience, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est le gain économique actuellement. S'il y a de l'engouement et des gens qui vont regarder les matchs, je pense, ça c'est vraiment mon humble avis, c'est vraiment un avis très subjectif. Des initiatives privées peuvent se lever, monter un dossier et justifier la création d'une chaîne sportive qui sera accompagnée par des partenaires et aussi par des mécènes qui aiment le sport et qui décident justement d'octroyer à notre pays une qualité d'expérience, j'allais dire, beaucoup plus qu'on a actuellement. Mais sinon, de nos jours, là, on ne peut pas se lever et dire qu'avec le peu qu'on a, avec les normes qu'on a, et ainsi de suite, là, on veut une qualité comparée à ce qu'on voit ailleurs. Parce qu'en réalité, ce que les gens font, c'est ça, c'est une comparaison. Je vais aller dans un terme peut-être que tu vas comprendre. On a eu ce débat là une fois là où il y a une caméra que les gens utilisent ailleurs, caméra de tournage de clip, la Alexa. Elle est en moyenne entre 23 millions et 40 millions pour juste la base, et puis le système qui va autour est beaucoup plus cher. Il y a eu réflexion ici d'essayer d'investir pour payer cette caméra à l'avenir. Mais en tant que chef d'entreprise, quand tu t'assois et puis tu fais des calculs, voir en fait l'investissement que tu vas faire dans ça, changer tout ton système, c'est pas seulement la caméra, c'est tout le système qui va avec. Tu as à peu près 50 millions, 60 millions d'investissement général, mais est-ce que ce que les clients payent a été aussi multiplié par ce nombre-là? Tu vas te retrouver pour rentabiliser, tu n'auras pas cette clientèle-là. Le pouvoir d'achat de cette clientèle-là n'est peut-être pas encore là. Il n'y a que quelques-uns qui peuvent le faire. Donc ça fait que c'est pour cela qu'il faut penser en termes de rentabilité. Avec des clients qui veulent du bon travail à moindre coût. À moindre coût, ouais. Je vais encore dans un autre exemple. J'ai déjà conseillé ça à des jeunes qui ont des structures audiovisuelles. Quelqu'un qui veut payer un drone à 500, 600, 700 000, alors que peut-être qu'il n'a qu'une seule caméra dans son lot de matériel. Moi, je me pose la question. Le drone, là, tu l'utilises peut-être pour 1% ou 2% de ton travail. Juste quelques plans dans quelques projets. L'urgence pour toi, c'est de payer peut-être une seconde caméra ou des lumières, des trépieds, des stabilisateurs. Ça va ajouter beaucoup plus de valeur à ton entreprise au stade où il est. C'est bien de critiquer la RTB parce que c'est une chaîne nationale, c'est notre chaîne à nous tous. C'est bien, ça permet d'ouvrir l'œil. Ça permet aussi à ceux qui sont en haut de savoir que les gens sont intéressés, les gens veulent une certaine qualité et justement d'être prêts à voir quelle politique mettre sur place pour que ça puisse suivre. Mais il ne faut pas qu'on investisse et puis les gens n'accompagnent pas. Et puis c'est uniquement pendant quelques matchs internationaux que les gens viennent. Les gens ont parlé par rapport, critiquer le stade, ça a été fait. Je me dis que pour le moment, on n'en est pas encore là. Mais n'accusons pas les pauvres. Il y a des commentaires même là où j'ai vu, on dit que les techniciens de la RTB, des gens qui ne savent pas mettre mot à la lentille, et puis on dit qu'ils sont bons. Non, c'est pas. Ils sont formés, mais s'ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir faire leur travail, c'est compliqué. Et si la structure en question ne peut pas trouver les moyens qu'il faut parce qu'il n'y a pas l'audience, parce qu'il n'y a pas le pouvoir d'achat, je me dis qu'on est tous un peu responsable et coupable de ça. Et comme je le dis encore, c'est mon avis. Au-delà même du football, moi j'ai une question qui me taraude l'esprit. L'intelligence artificielle. J'ai vu un post où vous avez dit que les photoshoots tendent à disparaître.
Dis-moi, en tant que photographe, en tant que vidéaste, j'ai peur. Je dis que les photoshoots vont disparaître. Je ne dis pas que la photographie va disparaître. Photographie créée depuis 1826, sur la forme que nous la connaissons actuellement, jusqu'aujourd'hui, elle a passé son temps qu'à évoluer. Nous, les moyens par lesquels nous avons commencé à prendre des photos, ce n'est pas les mêmes moyens qu'on utilise et ça ne fait qu'évoluer. Les photoshoots particulièrement, c'est une spécialité de la photographie. C'est le fait de se lever, prendre une tenue, se préparer, venir dans un studio photo, préparer pour l'occasion, prendre une photo, attendre un post-traitement et puis récupérer les photos. C'est différent de juste prendre son téléphone et puis de prendre la photo sur place. C'est cette forme de photoshoot là que selon moi va disparaître, pour dire il y aura la plus grande majorité des gens ne vont plus le faire à cause de plusieurs raisons. Pour moi, l'exemple que j'ai donné, quelqu'un aujourd'hui, citoyen lambda, toi qui veux faire un shoot, le processus c'est quoi? Tu prépares ta tenue, tu l'achètes, tu coupes, tu fais un investissement. Pour les hommes, tu vas aller te coiffer un peu, you go on touch up. Les filles, elles vont aller faire une coiffure, on se maquille, on fait du temps pour venir, coiffure, maquillage, tenue, réservation avec le photographe, photoshoot, nombre de tenues, 1 ou 2 tenues, 3 tenues limitées. Le coût est beaucoup plus grand que les photos d'habitude. Nous, on a fait des photos à 250, 350. Maintenant, on n'est plus dans ça. Maintenant, la moyenne des photoshoots, c'est entre 25 000 et 50 000. Il y en a même pour plus. Je parle d'une moyenne. Et dans ça, quand tu finis, tu laisses tes photos et le photographe traite en fonction du temps qu'il a et de sa quantité de charge. Il te livre. C'est ça le processus pour prendre une photo. Maintenant, on a une application qui est venue, Gemini. Il te demande de mettre une photo de toi. Et puis, il dit, tu veux quel type de photoshoot? Habits traditionnels, habits de mariage, habits de princesse, gâteau d'anniversaire, tout ce que tu veux, on te sort et puis on te dépose. C'est un raisonnement qui est plus ou moins économique et pratique. Beaucoup qui ne connaissaient pas les photoshoots, qui commencent maintenant, c'est leur prime time, là où c'est maintenant qu'ils ont l'argent pour faire des photoshoots, s'ils essaient ça, et qu'après ils essaient d'aller dans un photoshoot normal, c'est-à-dire faire tout le processus de préparation là, ils vont trouver que le processus de préparation est plus cher et plus difficile. Quelqu'un qui faisait des photoshoots d'habitude, qui essaie Gemini, il peut trouver que c'est plus facile. J'arrive à faire des photos qui me plaisent beaucoup plus facilement. N'oubliez pas quelque chose, la résultante des photoshoots là, c'est quoi? C'est d'avoir des photos exceptionnelles qu'on va poster ou présenter à nos proches et avoir des wow, des likes, des commentaires, des cœurs. Quand tu fais photoshoot et puis tu postes là, c'est pas le même nombre de likes que tu fais photo d'habitude là, on est d'accord. C'est ça que les gens recherchent. Si avec une application je peux avoir le même résultat, je vais réfléchir à 2 fois pour le faire. Il y a un terme que beaucoup ont utilisé en disant que les gens veulent l'authenticité. Gemini fait une photo, si c'est pas parce que toi-même tu n'as pas pris la photo là, toi-même tu doutes tellement c'est réel. Et ce sont les premières versions comme ça. Ça va encore évoluer. Je pense à mon humble avis. Les photoshoots là, c'est pas une authenticité qu'ils cherchent. Ils cherchent quelque chose de différent, de waouh, qui va leur permettre d'avoir une attention, avoir de la dopamine et puis être satisfait. L'intelligence artificielle là donne ça actuellement. Donc, ceux qui ne font uniquement que les photoshoots vont voir leur pouvoir d'achat ou bien leur clientèle drastiquement diminuer. On ne sait pas que les photoshoots naturels sont plus réalistes que celui de l'intelligence artificielle. Pas forcément. Je vais vous donner un exemple que moi-même j'ai vécu. Tidiane et Hamzi étaient aux États-Unis. Là, 2 ou 3 jours avant de rentrer, ils ont posté une photo là où Hamzi disait merci. Il était assis et il y avait un arrière-plan. Moi, j'ai regardé la photo. J'ai dû demander à Tidiane à savoir photo qui est là-bas là. C'est photoshoot qu'il a fait ou bien c'est IA que vous avez utilisé? Moi-même, je n'ai pas su. Donc c'était IA. Oui. Wow. Wow. La pose, c'était l'intelligence artificielle avec maintenant l'arrière-plan et puis maintenant ils ont fait l'affiche. Et pour faire l'exemple là, je vais vous montrer une série de photos et puis de vidéos. Vous allez me dire si c'est IA ou pas. Regardez. Quand vous prenez Midjourney par exemple, la version 1 et la version à laquelle ils sont actuellement, c'est le jour et la nuit. Donc pour le moment, même si le Gemini n'arrive pas à être tout le temps fidèle, ce n'est que la première version de sa capacité à le faire maintenant. Dans 1 an, 2 ans, vous ne pourrez plus faire de différence. Ce qui va se passer, c'est que maintenant pour les photoshoots là, il faut prouver ton photoshoot, il faut filmer making of, il faut filmer pendant le tournage et puis tu viens à la photo pour prouver justement que tu as fait le photoshoot. Donc ce que je dis c'est ça, on est juste dans une période là où ceux qui ne font uniquement que les photoshoots vont avoir de moins en moins de clients et c'est ça que je vous dis qu'ils vont disparaître. On a dit les cybercafés ont disparu, ça ne veut pas dire que dans la ville de Ouaga là,
Tu vas pas voir même si c'est un cybercafé dans un quartier. Mais 99% de tous les cybercafés ont fermé parce que les gens ont maintenant le téléphone et puis peuvent faire eux-mêmes. Quelque chose qui était réservé uniquement à des techniciens. Dès que la technologie se développe assez et puis ça rentre dans la main du grand public, le technicien, là, il a été toujours prouvé que le technicien là, perd un peu cette part du marché. Avant les saisies qu'on faisait là, moi je me rappelle à une époque, au début quand on faisait les saisies, la page faisait 1300. Il y avait très peu de personnes qui le faisaient. Il y avait des gens qui partaient se former en dactylographie. C'était juste leur travail là. Après, on a tapé sur des machines. La machine à taper a disparu, c'était maintenant les claviers. Ils ouvraient les secrétariats publics et ainsi de suite. La page faisait 1300. Aujourd'hui, tu peux avoir des saisies vers l'université à 200, 150 francs la page. Donc pour moi, le photographe qui ne vit que le photoshoot doit se réinventer. Maintenant, à vous entendre parler, qu'est-ce que le photographe peut faire? Il doit simplement proposer les services IA. Tu es photographe, tu comprends l'image. Tu sais un peu comment manipuler les photos. Tu peux dire que tes photoshoots là, on peut faire une création de décors illimité. Et puis vous pouvez dire que parce que vous maîtrisez la chose, vous pouvez peut-être donner un décor que eux ils ne pourront pas générer. Deuxièmement, vous pouvez proposer des services de photoshoot IA. Là où vous dites au client, envoie tes photos et puis nous on va justement générer des images, 20 images dans tel ou tel thème et tu payes tant. Vous savez ce que je veux dire? Et puis tu peux dire que pour pouvoir justement fidéliser la chose, on a besoin que le premier shoot là soit un shoot réel. Viens au studio, tu payes pour le shoot réel, ça nous fait une banque de données. Et après ça maintenant, tu dis que photoshoot d'anniversaire, tu lui demandes ok c'est quel thème? C'est thème de Noël avec un peu de traduction de pagne. Tu génères et tu factures justement maintenant ce service là. Tu continues à faire tes photos. Mais parce que toi tu es photographe, elle peut dire que oh j'aime la photo là, mais l'IA là a fait que peut-être mon bras là est un peu gros. Toi tu es photographe, tu sais faire des retouches. Oui. Tu es celui qui peut justement ajuster que cette partie. Parce que vous voyez que l'IA parfois il nous donne un peu de, on appelle ça des slots. Tu lui dis de changer ça, il ne t'écoute pas, tu te demandes même ce qu'il fait. Donc toi tu peux justement au lieu d'être tout le temps à changer ton prompt, l'IA prend ton visage mais il ne connaît pas ta taille. Il te rend petit sur toutes les photos et puis tu ne comprends pas ce qu'il y a. Tu lui dis d'agrandir mais il ne comprend pas agrandir comment. Toi en tant que photographe, tu es celui-là qui comprend bien les aspects et qui peut justement corriger ou bien travailler à amener le meilleur résultat que lui, en tant que client, ne pourra pas amener. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que les photoshoots tels que nous le connaissons vont disparaître et ça sera peut-être des photoshoots maintenant digitaux. Mais le photographe ne va pas disparaître, absolument pas. Moi j'ai une question, mais toujours dans le même contexte. En tant qu'un expérimenté de l'audiovisuel, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut avoir des conséquences dans l'audiovisuel? Oui, l'intelligence artificielle a déjà des conséquences. Et moi je ne dirais pas ça. Bon, c'est des conséquences, c'est pas des inconvénients. Ça facilite notre travail, hein, ça facilite notre vie. Une conséquence positive. Conséquence positive. Moi je sais par exemple, vous le vivez déjà. Avant quand j'écrivais mes scénarios, mes scripts, je tapais, je cherchais des images sur Google pour essayer d'illustrer, ça me prenait des jours et des jours. Maintenant, je m'assois avec ChatGPT, je lui dis ce que j'ai en tête en cause, je le fais corriger, je lui dis de générer les images très fidèles à ce que je veux montrer au client. Et quand le client reçoit, il voit ce qu'on va faire, il voit une image qui ressemble à la scène qu'on va y aller. Vous n'imaginez pas le gain de temps en compréhension que ça me donne. Vous-même, ça vous aide. Quand vous prenez par exemple les scripts et puis vous voyez scène 1 à ça, parfois même j'envoie la scène, je n'écris même pas, j'envoie l'image seulement. Et vous-même, vous voyez le dernier clip par exemple de Rayman. Oui. Je n'ai absolument rien écrit. On a généré juste l'image. Mais vraiment, il faut. Moi, c'est parce que je suis réalisateur. Je sais utiliser l'intelligence artificielle pour lui dire ce que je veux. Donc, il a généré l'image que je veux. C'est après beaucoup de prompts, beaucoup d'allers-retours. Et quand je montre à l'artiste, il comprend. Je montre à l'équipe technique, il comprend. Et tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ça facilite la vie. Voilà. Maintenant, n'essayons pas de combattre ce truc-là. Adaptons-nous. Et puis, vous aussi, il faut que vous puissiez augmenter, j'allais dire, votre valeur intrinsèque dans le sens où que les tâches répétitives que l'IA fait là, que vous ne soyez pas bloqué dans ça, que vous puissiez aussi être ceux-là qui créent, qui réfléchissent, qui apportent une certaine valeur. Et là, en fait, pour vous remplacer, c'est un peu compliqué. Et nous aussi d'ailleurs, c'est un peu ça. D'accord. Moi, je vais partir d'un constat. Récemment, on a réalisé le clip de Blême. C'était un clip IA. Ok. Maintenant, bon, moi j'ai une question sur ça. Est-ce que c'était juste une fois en passant ou bien Destiny aura d'autres clips IA? Oh, Destiny aura d'autres clips IA. Destiny aura des clips hybrides là où c'est humain et IA, c'est la tendance. Pour le clip de Blême, c'était un test. Ça a pris des semaines et des semaines. C'était sur des projets qu'on le faisait. C'est l'idée de Tidiane Ouedraogo et moi aussi je suis passé en board. On s'est amusé. On est revenu un peu à notre début de l'audiovisuel. Comme vous le savez, Tidiane aussi est réalisateur. Donc on s'est amusé
s'amuser, on voulait voir qu'est-ce que ça fait. Apprendre l'outil, tester, on a pris des semaines, c'était vraiment un plaisir. Le sortir vraiment dans l'état dans lequel il était là, c'était juste pour dire, voilà, c'est possible, voilà ce qu'il y a. S'il y a d'autres qui sont en train d'essayer, faire des clips IA et qui hésitent parce qu'ils attendent que ce soit parfait, c'est le moment vraiment de profiter et puis de faire sortir, quoi. Bon, c'est vraiment la politique à Destiny. On a une idée, on se lève, on tente et puis on fait. Si ça marche, ça intéresse et puis on y va. L'idée de podcast que j'ai fait avec Rock, c'était vraiment ça. Vous avez vu que c'est sans intro, il n'y a même pas de titre. On s'assoit, on commence et puis on parle. Le but, c'est de faire, de mettre le contenu dehors. Les gens critiquent et en fonction de ça, on sait ce qui leur plaît, ce qui ne plaît pas et on continue. Et je vous encourage à cela en fait. Il n'y a plus de cachet, juste vous remercier de nous avoir invités. C'est un réel plaisir de discuter avec vous. C'est une formule là où on échange. Au lieu qu'on échange et puis voilà, sans nous que ça arrête, je me dis que ça peut servir à plus d'un. Ça peut servir à ceux qui seront là après vous. Ça peut servir aussi à vos futurs assistants, à tous. Vous avez le contenu qui est là. Et l'idée, c'est d'avoir cette plateforme-là. C'est de laisser justement toutes ces pensées, ces réflexions qui vont servir, je pense, à un jour. C'est vraiment pour un public précis et vous encourager à continuer dans ça. Nous, on a commencé, mais c'est vraiment pour que vous emboîtez le pas et que vous rendez ça vraiment parfait. Voilà. Donc, au prochain épisode. Y ahora ve como es. Por lo bien.